À la fin des années 70, un concept surdomine la Formule 1. Son nom, les wing cars. La Lotus 79 est symptomatique de cette époque. En effet, grâce à l'effet Venturi et la dépression, on utilise l'air sous les pontons pour le faire passer sous la voiture et ainsi plaquer la voiture au sol. Utiliser cet artifice aérodynamique permet d'augmenter la vitesse, notamment en virage. La Lotus 79 sera particulièrement efficace avec à la clé deux titres, un constructeur et un titre pilote pour Mario Andretti en 1978. Chapman tente une énième révolution avec la Lotus 80, qui est une évolution de la 79. En effet, il essaye de supprimer les ailerons afin de supprimer l'effet de traînée aérodynamique, pour aller notamment plus vite en ligne droite. Chapman était persuadé que l'effet de succion était suffisamment important avec les seuls pontons. Mais il se trompe. D'autant plus que, pour économiser de l'argent, Chapman et son équipe décident de conserver le châssis de la 79. Or, ce dernier manque déjà de rigidité. L'idée de Chapman semble géniale, mais ça suppose deux choses. Un châssis suffisamment rigide, ce qui n'est pas le cas de la 79, et ça va clairement pas s'arranger avec ce problème-là. En effet, le châssis n'est pas assez rigide pour les contraintes de l'effet de sol. Alors imaginez si ces contraintes sont multipliées par 4, si on supprime justement les ailerons. Ça ne peut pas fonctionner, et c'est exactement ce qui va se passer. Pour contourner ce problème, Chapman décide d'ajouter un volet à l'arrière et des jupes coulissantes, au nez et à l'arrière du véhicule. Mais le problème, c'est que ça fonctionne pas du tout. En effet, au freinage, les jupes, qui sont coulissantes, plongent au freinage et s'usent parce qu'elles talonnent sur le sol. En plus, en plein virage, des fois, elles se bloquent. Ce qui fait que l'appui aérodynamique passe de maximal à minimal. C'est absolument inconduisible. De plus, les suspensions offrent très peu de débattement, ce qui fait que la voiture talonne constamment sur le sol et ondule comme un dauphin. Elle est donc potentiellement impilotable et très dangereuse. Chapman essaye de corriger le tir avec une Lotus 80B, avec le retour des ailerons. Mais ça n'offre pas plus de résultats que ça. Malgré une troisième place d'Andretti à Jarama, la voiture est abandonnée. Les jupes aérodynamiques sont géniales. Elles permettent d'avoir un appui fantastique grâce à l'effet de sol, notamment en virage, et notamment en virage rapide. Mais il y a un problème, c'est qu'elles se bloquent souvent, et la Lotus 80 en est un exemple. Qui dit blocage des jupes, dit donc comportement imprévisible et voiture inconduisible. C'est exactement pour ça d'ailleurs que la FISA, la Fédération internationale de sport automobile, décide de corriger le tir à partir de 81 et d'interdire les jupes coulissantes. Ce qui provoque une guerre politique et économique à propos de cette interdiction-là. La FISA, via Jean-Marie Balestre, son président, invoque l'argument de sécurité. En effet, les jupes coulissantes provoquent des décès. Patrick Depailler, pilote chez Alfa Romeo, est un exemple. Celui-ci décidera dans une séance privée à Hockenheim. Les années 70 marquent aussi l'arrivée des moteurs turbo. En effet, Renault en 1977 apporte cette nouvelle technologie, bien un V6 turbo. Celui-ci se révèle beaucoup plus puissant que le vénérable V8 Cosworth qui motorise quasiment toutes les équipes. De fait, devant les écarts de performance monstrueux sur certains circuits, comme à Monza, où les écarts des fois s'élèvent à 3 voire 4 secondes au tour, une guerre d'influence pour le pouvoir économique et politique éclate à la fin des années 70, notamment entre la FOCA, les constructeurs plutôt traditionnels comme Brabham, Lotus ou encore Ligier, les légalistes, comme Ferrari, Renault ou Alfa avec leurs moteurs turbo, et les instances dirigeantes du sport, afin de limiter notamment l'utilisation de ces moteurs turbo. En 1980, par exemple, la FOCA, donc les constructeurs traditionnels, organise un Grand Prix parallèle pour mettre la pression sur la FISA et sur Jean-Marie Balestre. Le résultat du Grand Prix ne sera pas reconnu par la FISA et par la FIA. Mais devant le risque de voir une F1 imploser en deux catégories, en deux championnats distincts, les différents acteurs vont revoir les contrats et signer les fameux accords Concorde. Cette lutte de pouvoir laissera des traces indélébiles sur les relations entre les différents acteurs. Mais nous y reviendrons. Justement, en 80, un nouveau règlement est écrit, avec notamment l'interdiction des jupes coulissantes, et l'instauration d'une garde au sol de 6 cm entre le châssis et le sol. Pour contourner cette réglementation technique, Chapman décide de réaliser un concept à son image, extrême, son nom, la Lotus 88. Extrême déjà par son principe. En effet, la monoplace ne comporte pas un, mais deux châssis. Un châssis porteur pour toute la carrosserie et l'aérodynamique, et un châssis pour la mécanique, avec les trains roulants, la suspension ou encore le moteur. Le châssis de la monoplace, donc la monocoque, est composé d'une feuille Nomex, renforcée d'une peau en fibre de carbone et en Kevlar. Les cloisons latérales sont taillées dans de l'aluminium et boulonnées au châssis. Ce qui est particulièrement intéressant avec ce système, c'est qu'il est légal d'un point de vue technique, mais sur un point de vue sportif, il est plus discutable. Alors on va voir ça ensemble. Grâce à ce système de double châssis, la voiture respectait les 6 cm de garde au sol, à l'arrêt. Par contre, plus le véhicule prenait de la vitesse,
plus la voiture plongeait vers le sol et gagnait ainsi en efficacité aéro. Donc dans ce cas-là, les 6 centimètres n'étaient pas respectés. Mais ça avait deux avantages. Un, la voiture était beaucoup plus confortable à piloter, puisqu'il n'y avait pas ce débattement des suspensions qui rendait la voiture particulièrement instable, notamment au freinage. Et en plus, c'était plus sécuritaire, puisque le confort de pilotage était amélioré, et il n'y avait pas de risque, par exemple, de voir les jupes s'ouvrir ou changer de position quand la voiture roulait, notamment en virage rapide. La voiture, en plus, était équipée d'un moteur Cosworth, tout ce qu'il y a de plus classique, de 500 chevaux. Bref, Chapman, avec son idée, pouvait espérer le titre en 81, et les premiers essais, en plus, sont très encourageants. Les essais à Snetterton montrent que la voiture non seulement tient le pavé, et en plus est rapide. Ça va bien se passer à Long Beach. Ça va bien se passer. À Long Beach, les commissaires techniques acceptent la voiture dans un premier temps. D'ailleurs, Elio De Angelis, seul pilote à concourir sur cette voiture, puisqu'il n'y a qu'une seule voiture de disponible, la pilote en est laissé libre 1. Malgré ça, des premières fêlures apparaissent. En effet, Williams, Brabham, Ligier, McLaren, Arrows, Renault font appel de cette décision. Williams et Ecclestone menacent de forfait le directeur Chris Pook si la 88 est admise. Finalement, cette dernière est déclarée non conforme. À l'issue de la course, De Angelis et Mansell feront une course avec les mulets de l'équipe, qui sont des 81. La course se marquera par une sortie de route pour les deux pilotes, avec les suspensions pliées. Vous la sentez la saison qui est déjà partie en couille pour le Team Lotus? Eh ben attendez, c'est pas fini. Parce qu'avant même le Grand Prix du Brésil, à Interlagos, pour le deuxième Grand Prix de la saison, le psychodrame continue. En effet, la justice américaine a décidé que le premier jugement des commissaires était valable. De fait, cette dernière reconnaît la légalité de la Lotus 88. À Interlagos, la 88 est de nouveau acceptée, avant d'être retoquée devant le déluge de réclamations. Et ça va même plus loin. Le vendredi matin, les commissaires techniques se rendent au garage Lotus pour observer si, avec deux pneus dégonflés, la voiture ne touche pas le sol, comme le contraint le règlement. Les mécaniciens s'exécutent et dégonflent donc deux pneus. La voiture ne touche pas le sol. C'est alors qu'un commissaire brésilien décide de s'appuyer lourdement sur la voiture, qui alors frotte sur l'asphalte. De fait, De Angelis reçoit un drapeau noir et la voiture est donc disqualifiée du Grand Prix. Ça commence très très fort cette saison, dis donc. Chapman donc pète un câble et comprend que cette mascarade a été orchestrée de toutes pièces par les officiels, probablement sur l'ordre d'Ecclestone, le patron de Brabham. En effet, la BT49, la voiture de l'équipe de Bernie Ecclestone, justement, ne respecte pas non plus l'esprit du règlement, puisqu'elle utilise un système hydropneumatique, qui a la même conséquence d'ailleurs que l'utilisation de la Lotus 88, c'est-à-dire que la BT49 respecte effectivement les 6 cm de garde au sol à l'arrêt. Lorsque la voiture roule, eh bien, la voiture descend très très proche de l'asphalte et donc gagne en efficacité aérodynamique. Mais bon, curieusement, les commissaires brésiliens ne disent rien à Bernie Ecclestone. Un hasard, son nom. Hasard. En course, finalement, De Angelis et Mansell font ce qu'ils peuvent avec la 81B. De Angelis est 5ème, Mansell est 12ème. Pour le 3e Grand Prix de la saison 81, le Team Lotus se déplace à Buenos Aires en Argentine. Et pourtant, les choses commencent bien. En effet, Chapman reçoit l'absolution de la fédération argentine pour utiliser la 88. Malheureusement, pour Colin Chapman, les choses ont changé. En effet, Jean-Marie Balestre, cette fois soutient Ecclestone et déclare que la 88 est illégale. Balestre, ici, agit comme instrument d'Ecclestone. Chapman est absolument furieux. Il quitte l'Argentine et publie un communiqué incendiaire envers la FOCA et la FISA. Si l'on ne prend pas les mesures d'assainissement nécessaires, la Formule 1 échouera dans un cloaque de chicanes et de mesquineries inspirées par des hommes pour qui le sport mort n'a aucune signification. Chapman décide donc de porter plainte auprès du tribunal d'appel de la FIA. Balestre, furieux d'avoir été vilipendé de cette manière, lui inflige une amende de 100 000 $. Cette très importante somme menace la stabilité financière de l'écurie. Cette décision est si autoritaire que la FOCA rédige un communiqué critiquant l'autoritarisme de Balestre. Si vous pensiez que l'hypocrisie était réservée aux Français, vous vous trompez. L'hypocrisie est un mets tout britannique. Le Team Lotus est donc obligé d'enchaîner un 3e Grand Prix avec la 81B. À l'issue du Grand Prix, De Angelis termine 6e à l'issue d'une brillante course. Mansell, lui, voit son Grand Prix s'arrêter au 3e tour suite à l'explosion de son moteur Cosworth. Colin Chapman n'est pas au bout de ses peines. En effet, le mercredi suivant le Grand Prix d'Argentine, la FIA le déboute de son appel. Et là, vous allez me dire, pour quelle raison? Eh bien, la FIA décide de s'appuyer sur un document relatif aux voitures de tourisme pour interdire définitivement la 88. Ambiance.
En plus, le principal sponsor de l'écurie, la société pétrolière Essex, s'effondre, car son patron, à savoir David Tim, est accusé de malversation financière. Chapman doit donc retrouver d'urgence un nouveau sponsor et déclare forfait à Imola. Comble de l'ironie, Balestre l'absout de son amende. En urgence, Colin Chapman travestit la 88 en 87B, conforme au règlement avec les 6 cm de garde au sol, mais sans grand succès. Lors du 8e Grand Prix à Silverstone, une version de la 88 apparaît. Cette dernière se nomme 88B, avec 2 structures suspendues. Le Royal Automobile Club britannique autorise la participation de la voiture. Mais cette autorisation génère un problème. En effet, le patron du RAC, Basil Taille, est en concurrence avec Jean-Marie Balestre pour la présidence de la FISA. La FISA justement réagit et annonce que le British Grand Prix sera rayé du classement mondial. Dans un premier temps, le RAC et Taille lui dit « fuck off » et résiste avant de rétropédaler. Devant la réclamation conjointe de la FISA, de Ferrari, d'Auto Delta et de Talbot, le RAC plie. Chapman a définitivement perdu son pari. Il n'en reste plus qu'à convertir sa 88B en 87 en une nuit. Tâche surhumaine que vont pourtant effectuer les mécanos. À l'issue de la course, De Angelis aura un drapeau noir, suite à un dépassement sous drapeau jaune de Jacques Lafitte. Mansell, lui, ne sera même pas qualifié. Le Team Lotus terminera 7ème du championnat, très loin de ce qui était prévu au départ, et ce, malgré une fin de saison régulière. Si on devait résumer la situation en 2 mots, ce serait gâchis et politique. Gâchis pourquoi ? Parce que la 88 avait un potentiel formidable. C'était une idée géniale qui malheureusement n'aura jamais pris la piste en compétition officielle, sauf à l'issue des essais libres 1 du Grand Prix de Long Beach. Et politique pourquoi ? Parce que finalement, le politique a pris le pas sur le sportif. Balestre et Ecclestone en sont un exemple et sont les responsables de cet échec. Certes, Colin Chapman a des défauts. Il est un peu fou, il ne sait pas gérer ses hommes, mais c'est un brillant ingénieur. Ok, la 88 était à la limite du règlement sportif, mais techniquement, la voiture était au point, et surtout la voiture était légale. Le comble de cette histoire, c'est que finalement Brabham, avec son système hydropneumatique sur la BT49, fut copié par quasiment toutes les équipes, comme Renault, Ferrari ou encore Williams. En fait, la Lotus 88 et Chapman auront servi de pion dans une guerre d'influence entre la FISA et la FOCA. Mais pour Bernie Ecclestone, ce sera tout bénef, puisque finalement à la fin de l'année, certes, Brabham ne sera pas championne du monde des constructeurs, mais Nelson Piquet, finalement, gagnera le titre en 81. J'espère donc que cette vidéo sur la Lotus 88 vous aura plu et que vous aurez réussi à comprendre tout l'aspect technique, mais également l'aspect politique autour de cette affaire. On a donc fait 2 vidéos sur les Team Lotus, avec la Lotus 72 puis sur la Lotus 88, sur leur histoire. La prochaine fois, on étudiera une autre catégorie. Ce ne sera pas la Formule 1, ce sera de la Can-Am. Et on étudiera un concept assez étrange, puisque ça sera un mélange entre un skateboard et une voiture de course, poussée par un moteur double turbo Chevrolet de quasiment 800 chevaux, la Shadow, dessinée par Don Nichols.